Alors voilà. Donc, je reviens. On va pouvoir récupérer les versions antérieures. Ensuite, mieux que ça, pas juste d'un fichier. Dans le cas des gestionnaires de version, souvent, ça va prendre un instantané d'un ensemble de fichiers. Donc, si le CSS correspond à HTML qui correspond au JavaScript, parce que ça bouge ensemble, ça, on va avoir une espèce de photo, un instantané dans le temps de tous les fichiers. Pour on va être capable de se ramener à un état fonctionnel du projet. Un coup que tu es habitué à travailler avec ça, tu fais peu de choses. Tu sais, on va apprendre les commandes, là, mais tu fais git add puis git commit. Et tu vas être capable de faire des branches dans ton développement. Donc, on va avoir une personne qui va développer un morceau, une personne qui va en développer un autre. Pour lieu de développer en séquence, on va être capable de travailler en équipe puis de séparer le travail. Ici, j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est une illustration des deux architectures de gestion de version. Puis là, vous allez me voir encore utiliser client-serveur. Parce que client-serveur, je l'ai dit, c'était une architecture, ça n'a rien à voir avec les bases de données. C'est un ordinateur qui joue le rôle de serveur et un qui joue le rôle de client. Le serveur, habituellement, les informations centralisées. Alors, si on regarde ici, du côté gauche de l'image, on a l'architecture de gestion de version centralisée, où il y a un serveur et c'est lui qui a le dépôt de données. En anglais, un repository. Et ce qu'on fait, c'est on prend une copie, on dit au serveur, je vais faire des changements, puis personne ne peut travailler dessus. Je fais mes modifications, puis après ça, on fait ce qu'on appelle un commit. On sauvegarde. Puis quand je vais vouloir continuer à travailler dessus, je vais redemander une version fraîche. Et là, on comprend que cette version centralisée ressemble à une bibliothèque. Je prends un livre, je le lis, personne ne peut le lire du temps que je le lis. Tandis que la version distribuée qui est à droite, bien, premièrement, tout le monde possède un dépôt de données. Les postes de travail, c'est les cercles gris. Donc, le PC numéro 1 possède son dépôt de données local dans lequel il va travailler. Et lorsqu'il va avoir terminé le travail, il va pousser ça vers le répertoire centralisé. Les autres vont faire la même chose. Et ce qui se passe avec ça, c'est que tu es capable de travailler localement tout en étant déconnecté. Tu vas faire tout ton boulot localement, puis après ça, tu vas te mettre à jour. Donc, c'est plus flexible comme architecture. Alors, on arrive ici pour parler du système de gestion centralisée. Et ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi les plus utilisés, parce que c'est encore utilisé malgré que ce le soit moins. Alors, on a 2 ou 3 gestionnaires de version centralisés qui sont encore relativement en utilisation aujourd'hui. On a Subversion et CVCS. Et là, on comprend que ça l'amène, la problématique, si vous voulez, c'est qu'un serveur de données centralisé, c'est pratique parce qu'on travaille tous de la même copie. Par contre, on comprend que ça introduit un point d'échec. Ça veut dire, si je perds le serveur centralisé, il n'y a plus personne qui peut faire du développement. Et c'est pour ça qu'est arrivé par la suite les serveurs décentralisés. C'est comme ça que fonctionne un système centralisé. Là, on voit notre développeur est à droite ici dans l'image et on fait ce qu'on appelle un check-out. Le check-out, c'est comme quand tu vas à la bibliothèque puis tu réserves un livre. Tu le prends et tu pars avec. Il est checké out. Personne d'autre va pouvoir l'utiliser, il est verrouillé. Là, tu vas travailler sur le code, puis lorsque tu vas avoir terminé,
tu vas faire ce qu'on appelle un check-in avec tes modifications. Donc, ça ne permet pas le travail simultané sur les mêmes fichiers, mais c'est très sécuritaire. Je prends le fichier, je le verrouille, je travaille dedans, je le remets. Et on voit ici le mécanisme dont je vous ai parlé. Check-out, check-in. Je le sors, je le rentre. Aussi appelé update et commit. Les avantages, il n'y a personne qui va modifier le même fichier. Ça évite certains conflits. On n'a pas à gérer ces conflits-là, ce qu'on va avoir à faire avec Git. Donc, ça simplifie l'utilisation. Et en même temps, étant donné qu'il y a un seul dépôt, tu comprends que les fichiers ne sont pas tous répétés sur tous les dépôts locaux. Donc, ça a quand même des avantages. Par contre, un fichier qui est en cours de développement, imagine-toi que tu l'as pour 3 semaines à développer. Dans ce cas-là, il n'y a pas personne d'autre qui va être capable de faire le développement. Puis étant donné qu'il faut toujours que tu commites et que tu mettes à jour, ça te prend quand même un lien rapide vers le serveur. On a parlé du point unique de défaillance. C'est un problème. Quand le serveur est en arrêt ou en panne, les développeurs sont arrêtés. Puis ça pense en mode fichier, ce qui est très peu adapté avec le mode de développement d'aujourd'hui. Tu sais, quand tu développes un site web, là, tu ne peux pas juste travailler sur un fichier. Au minimum, là, tu vas avoir l'HTML, les assets qui vont avec, soit les fichiers d'image, les fichiers de son, les fichiers d'animation. Tu vas avoir le JavaScript, tu vas avoir le CSS. Donc, ça serait le fun si on avait un gestionnaire de version qui travaille avec un instantané d'une prise d'image d'un ensemble de fichiers. C'est là qu'on arrive aux gestions distribuées. Là, ici, il y en a qui sont moins utilisés aujourd'hui, mais je voulais quand même que vous ayez entendu les noms au cas où vous les ayez en entrevue. Le plus utilisé des gestionnaires de version distribuée, c'est Git. Il y en a d'autres, Mercurial, BitKeeper. Dans les systèmes de gestion de version distribuée, les clients ne vont pas chercher nécessairement la dernière version. Ils vont dupliquer tout le dépôt de données. Donc, un coup que tu as fait ta synchronisation initiale avec le dépôt de données à distance, là, tu vas être capable de travailler localement. Et lorsque tu auras fait un ensemble de travail, tu vas être capable de repousser les fichiers vers le serveur central. Donc, quel avantage ça a, ça? Tu travailles localement avec tout le projet. Fait que si tu veux être capable de faire une simulation d'exécution, faire des tests unitaires, tu as un environnement qui contient tout le projet. Puis, tu vas être capable de travailler sur le même fichier que quelqu'un d'autre. Puis là, tout de suite, dans votre tête, ça n'a pas de sens, ça, monsieur. Si moi, j'édite un fichier HTML, puis mon partenaire édite un fichier HTML, oui, mais quand je vais ramener ça, là, lequel va gagner? Git va se rendre compte que tu as travaillé sur les deux, puis va te permettre de voir les modifications qui ont été faites et de les fusionner. C'est vraiment le fun comme façon de travailler, mais ça demande une compréhension de ce que ça fait, Git. Il faut que tu comprennes. C'est pour ça qu'on va beaucoup utiliser la ligne de commande. Malgré qu'il y a des outils graphiques, si tu ne comprends pas ce qu'il fait, l'outil graphique ne t'aidera pas. Alors aujourd'hui, on va regarder, on va modifier des fichiers, on va voir comment ça fonctionne. Et ensuite, tu n'es pas obligé d'avoir ton lien vers ton fichier distant. Ton dépôt distant peut rester là, tu travailles localement, puis tu peux le mettre à jour seulement toutes les semaines. Les inconvénients, c'est pas simple à utiliser. Et c'est pour ça que vous avez un cours de ça. C'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est impossible à comprendre, c'est pas ça que je veux dire. Mais par rapport à utiliser Word, par sauvegarder, il y a quand même
un ensemble de compétences que vous devez avoir qu'on va faire ensemble. Ensuite, ça amène une complexité. C'est sûr que si tu as édité 4 fichiers, puis ton partenaire en a édité 3, puis qu'ils ont tous dedans des changements, puis que c'est les mêmes, ben ramener ça ensemble, des fois, c'est plus complexe. Alors, c'est pour ça qu'on va voir comment faire les fusions. J'aime beaucoup la prochaine image. Ça nous montre le mécanisme d'utilisation d'un fichier distribué, d'un gestionnaire de version distribuée, et comprenez que c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, dans un premier temps, voyez-vous, l'étape 1, là, c'est mon développeur travaille son code. Directement, il ne va pas chercher quelque chose, il l'a déjà. Et durant ce temps-là, on voit le carré vert qui dit « Le code est disponible aux autres. Je ne l'ai pas verrouillé. Je suis prêt à travailler avec un ensemble de fichiers, je suis prêt à tester mon site web, je modifie mon HTML, mon CSS, je le popule et hop, à la fin, je vais aller pousser un instantané dans le temps vers Git. » Alors, après en avoir parlé depuis le début de Git, ben, qu'est-ce que c'est? Premièrement, Git, c'est un logiciel en source libre. Donc, vous pouvez l'avoir et il a été fait par Linus Torvalds. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, lui, Linus Torvalds? Il en a déjà entendu parler. Ouais. En fait, lui, il était tanné des gestionnaires de version centralisée parce que Linux, vous savez que c'est un logiciel où il y a plein de collaborateurs dans le monde. Et là, c'est tout un problème, c'est un gestionnaire centralisé. Et à l'époque où ils ont commencé à travailler avec Linux, la bande passante n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, Linus Torvalds a dit, là, je vais me développer quelque chose qui va aller mieux pour permettre à tout le monde de collaborer. Et il a appelé ça Git. Alors, ici, je voulais vous montrer entre 2004 et 2017, à peu près, l'utilisation qui s'est faite des différents gestionnaires de version. Et on voit à l'époque, un peu avant l'année 2010, Subversion, c'était presque 75% de l'utilisation des gestionnaires de version. Et si on regarde depuis 2017, c'est Git. Alors, on ne l'aime peut-être pas, c'est peut-être compliqué, il y a peut-être des faiblesses, mais je tiens à vous dire que c'est le grand gagnant. Et un coup que tu sais comment travailler avec Git, honnêtement, ça va être beaucoup plus simple de travailler avec d'autres si jamais tu vas travailler en entreprise et ils n'utilisent pas Git, mais ce serait surprenant. Un autre ici, sur Stack Overflow. Je les cite souvent. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi Stack Overflow? Par main levée? OK. Mihai, Stack Overflow, Cyril, ceux qui ne savent pas, bon, ben, ça va à peine, je vais prendre 30 secondes. C'est un site pour les développeurs, par les développeurs. Donc, souvent, quand tu as une question à poser, la réponse va se trouver sur Stack Overflow. C'est un site web spécialisé dans les questions de développement. Il y a des millions d'utilisateurs qui sont pour la grande majorité des développeurs. Alors, comprenez que quand je les cite, ben, je cite la communauté des développeurs. C'est pour ça que souvent, j'utilise Stack Overflow pour aller vérifier l'état du marché au niveau du développement. Et on regarde ici, ça c'est une question qui a été posée en 2013. Et on voit qu'en 2013, sur l'ensemble des répondants, Git a utilisé par 33 000 répondants.
Subversion par 8000, Mercurial par 2000. Donc, vous comprenez qu'à toute fin pratique, Git a entièrement envahi le marché et est devenu le standard de facto. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses dans 10 ans, mais pour le moment, en apprenant lui, vous allez beaucoup vous aider à vous trouver des stages ou des emplois. Là, il est 10h54. Il y a eu beaucoup de théorie. Je voudrais vous donner une petite pause de 5 minutes. On reprend à exactement 11h. Ça va? Eh bien, rebonjour à vous tous. Juste avant de poursuivre avec Git, sur GitHub, je voudrais dire qu'il y a en ce moment Mehdi Ibrahim, dont je n'ai pas le raccourci, et Mohamed Oumar. Mohamed, est-ce que tu as eu le temps de le créer? Oui, monsieur. Oui, je t'écoute. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que tu as créé ton compte sur GitHub? Non, j'ai pas encore créé. Alors, c'est pas une option. Est-ce que tu peux faire ça tout de suite, s'il vous plaît? Je te fournis l'URL du site dans le chat. Tu t'en vas sur GitHub, tu crées ton compte, puis là, je vais te demander de me le copier-coller dans le chat. Je vais tout de suite mettre à jour le chiffrier. OK. Merci beaucoup. Et dans le groupe 1, bon, c'est des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Non, j'ai... Ah oui, Mohamed Reda non plus, il n'est pas là. Donc, pas là. Pas là. OK. Alors, je vous remercie tout le monde. On va poursuivre et je vais démarrer une machine virtuelle parce qu'on est tout proche de commencer à faire de petits exercices. Il reste environ 10 minutes de théorie, puis après ça, on va commencer à s'amuser avec Git. Alors là, on va commencer à apprendre les termes de Git. Parce que pour être capable de s'en servir, il faut comprendre certains concepts, mais après ça, on va rendre ça opérationnalisé à l'intérieur d'exercices. Donc, Git. Git, si tu veux, c'est pas juste un gestionnaire de version, c'est une base de données de ton projet. Puis là, moi, j'utilise le mot projet. Puis les premières fois qu'on m'a expliqué ça, je ne comprenais pas trop. C'est quoi un projet? Un projet, c'est un répertoire qui comprend l'ensemble des fichiers, sources, assets, HTML, CSS, de tout ton site web. Par exemple, c'est un projet web. C'est un projet Java, ben ça va être le répertoire avec toutes tes librairies, ton source, tes classes, ton exécutable. Donc, quand je parle d'un projet ici, dans votre tête à vous, là, pensez à une structure de répertoire. Donc, on va avoir une base de données qui va me donner de l'information sur les moments où les changements ont été faits, qui les a faits, où est-ce qu'on est rendu. Alors, c'est important de comprendre, Git, ce n'est pas juste une copie de vos fichiers, c'est une base de données. Puis on a vu tantôt, puis vous connaissez pas mal la définition d'une base de données, là. C'est un ensemble de données de même nature organisées. Ben, c'est ça, Git. C'est une base de données. Vous allez souvent m'entendre utiliser les acronymes BD pour vouloir dire base de données. Alors, à chaque fois que vous enregistrez l'état du projet, là, comprenez, là, je n'ai pas parlé d'un fichier. Je parle toujours d'un projet. Git, contrairement au système de gestion de version centralisé, Git, ça pense en projet, en ensemble de fichiers. Il enregistre un instantané, un peu comme vous faites un instantané
avec une machine virtuelle pour sauvegarder l'état dans le temps avant de faire un changement. Si les fichiers n'ont pas changé, puis que tu sauvegardes tes fichiers, il va juste garder un pointeur. Il n'ira pas tout recopier. Alors, si on regarde l'image que j'ai mis ici, en fait, au bas, tout le monde voit bien mon partage d'écran. Oui. Parfait. Donc, quand je commence à travailler, j'ai un répertoire dans lequel il y a 3 fichiers et je l'ai intitulé version 1. J'ai modifié les fichiers A et C pour en faire A1C1 et je sauvegarde avec Git. Je fais un commit et là, vous voyez B est en tireté. B est en tireté juste pour vous dire, il ne recopiera pas. Il n'y a pas besoin, il a déjà le fichier B dans la base de données. Donc, il va ajouter A1, C1. Ce qui va te permettre dans le temps de reculer à A si tu as besoin ou de reculer à C. Là, on voit la version 3. Je commit ma version 3. Le fichier A n'a pas changé. Alors, lui aussi devient entièreté parce qu'il n'ira pas le recopier. Il va juste dire, il est déjà dans ma base de données, c'est beau, mais le fichier C a été modifié et est devenu C2. Et ainsi de suite. Et la base de données s'accède par version. Donc, dans Git, on pense ensemble de fichiers. Tu peux toujours venir aux fichiers individuels, mais ça va toujours te demander un certain temps pour défaire ce que Git fait parce que Git pense en projet. Donc, c'est la première chose que vous devez retenir. On ne voit pas des fichiers individuels dans Git, on voit un instantané de votre projet. Ce qui est plaisant, puis pourquoi Git c'est rapide, c'est qu'étant donné que j'ai mon dépôt local, le dépôt, là, c'est la base de données Git. Alors, je vais utiliser le mot dépôt. J'en parlerai plus beaucoup que Git, c'est une base de données, mais je vous le répète, Git, c'est une base de données. Je vous ai-tu dit que Git est une base de données? OK, j'en parle plus. Mais comprenez que tout se passe localement. Donc, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est la façon locale de travailler. Au prochain cours, on va travailler à distance avec GitHub. Pour le moment, Git. Donc, l'historique complet se trouve sur ton disque dur. Et les modifications que tu fais, ben, il va garder la version antérieure, puis ta nouvelle version, puis tu vas être capable de les trouver, mais il garde seulement les écarts entre les deux. Ça, Git, c'est bon pour travailler avec des fichiers texte, des fichiers de programmation. Là, on arrive avec ce merveilleux diagramme. Moi, je l'ai adoré. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionne Git. Donc, à l'intérieur de Git, on a les 5 grandes composantes que vous voyez là. C'est ceux qui veulent voir l'original de ça. Je vais vous mettre le URL dans le chat. Alors, premièrement, on va commencer avec notre espace de travail. Vous voyez là la deuxième boîte rose pâle. L'espace de travail, c'est là où toi, tu édites ton projet. Git, lui, se maintient l'index ou ce qu'on appelle le staging area. C'est quand tu fais les ajouts de fichiers à Git. Parce que Git, tu as 2 étapes. Tu travailles localement. Git, c'est rien. Tu sauves ton fichier, tu fais les modifications, tu sauvegardes. Git, c'est rien.
Donc, là, tu es dans ton espace de travail, dans ton répertoire de projet. Puis là, tout d'un coup, tu fais Git add. Tu ajoutes ton fichier à ton répertoire de Git. Et là, il envoie ça dans le staging area, dans l'index. Il va se dire, OK, je sais maintenant que tu veux que je suive un fichier parce que tu l'as ajouté. Ensuite, tu vas faire un commit. Ça, c'est une sauvegarde. Là, ça passe l'index qui était juste un petit pointeur, puis ça va l'écrire dans ta base de données Git qu'on va appeler le dépôt local. Et aujourd'hui, on va travailler que sur ces trois boîtes-là. Rose pâle, beige et rose foncé. Pour ceux qui ont de la difficulté avec les couleurs, si je mets des libellés 1, 2, 3, 4, 5, 1 commençant à gauche, on va travailler avec les boîtes 2, 3 et 4. Puis si vous me dites, oui, mais monsieur, pourquoi votre histoire de dépôt distant? Bien, quand on va travailler à 2 ou à 3 dans notre équipe, il va falloir un jour partir de notre ordi et partager ça avec nos coéquipiers. C'est là où on va pousser notre dépôt vers GitHub. Et il y en a d'autres. Il y a GitLab, ça pourrait être aussi un répertoire dans un de vos serveurs. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais dans le cadre du cours ici, le dépôt distant va être sur GitHub. Et ça, c'est les noms en français. Et je veux aussi vous apprendre les noms en anglais parce que dans plusieurs entreprises où vous allez travailler, on va avoir ça en anglais. Là, je ne vous parle pas du stash, là, je vous en ai pas, on n'en parlera pas dans ce cours-ci. Ça sert à cacher des fichiers temporairement pour Git. On n'est pas là. Donc, je parle toujours des boîtes 2, 3 et 4. La boîte 2, qui est le premier endroit pour nous, c'est notre espace de travail en français, en anglais, workspace. C'est ton répertoire dans lequel tu travailles. L'index, c'est tu réveilles Git puis tu dis, moi, ce fichier-là, là, on va travailler avec Git. C'est juste un pointeur. Tu dis juste à Git, là, moi, je travaille avec. Par la suite, tu vas faire une sauvegarde dans la base de données, un commit. La base de données, on appelle ça le Local Repository. Dépôt en français, repository en anglais, c'est la même chose. Puis là, ça va sauver ça dans ta base de données Git. Et ensuite, quand tu as fini ton travail, on va faire une synchronisation avec le Upstream Repository ou le repository externe. Alors, si vous me demandez, oui, mais j'ai tout ça en quelque part, monsieur, là, vous avez parlé beaucoup. Oui, ici, on a tout ce dont je vous ai parlé. La remise ou la stash, c'est l'endroit temporaire, moi j'appelle ça pour cacher des fichiers de Git pour ne pas les committer. On ne peut pas être rendu là, mais on veut tout faire le commit du reste. Comprenez-vous, là, je vous ai expliqué, Git fonctionne par répertoire. Donc, si il y a un fichier que tu n'es pas prête, mais tu veux vraiment faire ton commit de tout le reste, tu vas le cacher. Et c'est pour ça qu'on parle de la remise, mais on ne se servira pas de ça ici. Ensuite, tu as l'espace de travail. Ça, c'est vraiment, là, on a l'exemple ici, pour ceux qui sont sur Windows, cAdid, projet, mes fichiers. Si vous étiez sur Linux ou sur macOS, ce serait /user/home/projet. L'index, c'est là où on maintient l'instantané des prochains fichiers. On n'a pas encore sauvegardé dans Git, mon Dieu à Git. Ça va être ceux-là, les prochains qui s'en viennent. Ça s'appelle aussi Staging Area ou l'index. Le dépôt local, c'est un sous-répertoire. Là, vous ne travaillerez jamais avec, mais par honnêteté intellectuelle, je vous donne son nom. Il crée un répertoire .git dans ton répertoire où tu travailles ton projet et c'est là-dedans qu'il met la base de données.
tu ne l'accèdes jamais directement. Je vous ai dit qu'un serveur de base de données, c'était un logiciel qui gère la base de données. Bien, Git, c'est un logiciel qui gère la base de données des fichiers. Tu n'interagiras jamais directement avec les fichiers dans les sous-répertoires de Git. Et tu as le dépôt à distance qui, pour nous, va être GitHub un peu plus tard dans le cours. On est sûr que ce que Git fait, c'est bon? Ben, en fait, à chaque fois que tu fais un commit, Git calcule une somme de contrôle et il génère 40 caractères hexadécimaux, là, quelque chose d'à peu près ça de long, là, en fonction de la structure et du répertoire. Et on va les voir, les fameux commit numbers. Quand tu fais des actions dans Git, la plupart du temps, tout ce que ça fait, là, c'est ajouter un commit avec ce long chiffre-là. Soyez pas inconfortable, on va y revenir. Mais soyez sûr qu'un coup que vous avez fait un commit dans Git, à moins que votre disque rigide brise, là, votre version de fichier est sauvegardée. OK. Donc, on a notre répertoire de travail, en anglais workspace, dans lequel on fait notre travail. On a l'index ou le staging area dans lequel on a dit à Git, oui, moi, ces fichiers-là, je veux que tu travailles avec. Puis après ça, on a le dépôt, qui est la base de données de Git. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos fichiers? Premièrement, un coup que tu as terminé un Git commit, là, ton fichier il est validé. Il est sauvegardé dans la base de données, puis Git sait où il est. Le fichier peut être modifié. Ça veut dire que tu as touché au fichier, mais il n'est pas passé, cette version-là n'est pas encore dans la base de données. Et indexer un fichier, ça veut dire l'envoyer dans son staging area. Dire à Git, on va travailler avec lui. Si tu ne le dis pas, Git ne saura rien de ton fichier. On va y arriver. Donc, comment ça fonctionne, Git? Ici, on a une belle image. Le répertoire de travail, Git, en fait, il ne sait rien de ton répertoire de travail. Tu travailles dedans, tu édites des fichiers, tu en ajoutes, tu en enlèves, tu fais ce que tu veux. Il se doute de rien. Puis là, tout d'un coup, tu vas lui dire Git add. Moi, j'aimerais ça qu'il s'appelle Git index, mais bon. Ça va créer des pointeurs dans le staging area. Ça met une liste de fichiers que Git va avoir à suivre. Puis après ça, tu fais ton commit. Donc, oubliez la flèche qui revient en haut. Dans le processus de Git, tu ajoutes à l'index, au staging area, et tu commits dans la base de données. Puis si tu as besoin de revenir en arrière, tu check out. Ça veut dire que tu demandes à Git de te donner une version antérieure de tes fichiers. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, Git. On travaille dans notre répertoire de travail, il ne se passe rien dans Git. On dit Git add, ça veut dire rajoute-les dans notre espace de staging ou l'index. Puis là, ça veut dire, Git sait que ces fichiers-là, tu vas travailler avec. Il n'a rien mis dans la base de données. Là. Il a juste su que tu voudrais qu'il suive, puis après ça, tu fais un Git commit. Ça va écrire dans la base de données. Donc, on arrive ici. Le répertoire Git, on va aller le voir même, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. On n'y touchera pas, mais on va le regarder. C'est là où il met son index, ses fichiers. Ça, c'est un petit point Git. Le répertoire de travail, c'est là où toi, tu fais ton boulot. Et c'est là où Git, si tu as besoin de reculer, là,
Git va ramener, oublie pas, c'est un instantané de tous les fichiers. Là. Dans Git, c'est difficile de travailler fichier par fichier. On travaille avec un ensemble de fichiers. Quand je fais un checkout d'un commit, il me ramène toutes mes données dans mon répertoire de travail. Puis la zone d'index, elle, c'est là où tu dis à Git, ce que tu as à suivre, c'est ça. Donc, la prochaine fois, je vais faire un git commit, c'est tous les fichiers qui sont dans l'index. Si je vous donne un résumé de ce qu'on a parlé dans les derniers 20 minutes, Git, c'est un logiciel de gestion de version. Dans le cas, va être utilisé seulement localement, ici, dans un premier temps. Il y a une base de données et tu peux avoir 5 projets que tu fais Git qui ne se mélangeront jamais. Et dans chaque projet, tu fais tes commits, soit ta sauvegarde dans la base de données. Alors, on regarde comment est-ce qu'on ferait ça, travailler avec Git. Bien, premièrement, tu vas te créer un espace de travail. Ça, je pense que tout le monde est capable de faire ça. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je vous suggère de vous partir un explorateur de fichiers et de vous en aller dans votre répertoire personnel. Utilisateurs, users, ça va venir. Bon, mes documents. Alors ici, j'ai tous mes documents et on va se créer un répertoire. Je vais l'appeler mes projets. Est-ce qu'on est obligé que le répertoire sorte dans mes documents ou on peut le mettre ailleurs? Vous pouvez le mettre où vous voulez. Il n'y a OK. pas de problème. Et à l'intérieur de ça, je vais créer un autre répertoire que je vais appeler très bien pour premier projet. Et là, je vous suggère de copier parce qu'à partir de maintenant, on va travailler à la ligne de commande. Et démarrer votre Git Bash. C'est vrai. Là, quand vous êtes dans un Git Bash, vous êtes théoriquement sous un petit Linux. Alors, vous devrez inverser, ceux qui ont fait comme moi les copier-coller, inverser vos petites barres de séparation. Hey! Sinon, tu peux faire un clic droit directement sur l'explorateur et tu ouvres Bash. À partir de là, ça marche aussi. Ouais, mais je veux partir un Git Bash, je l'ai dessus à partir d'ici. Non, dedans, clique dessus. Clique sur l'explorateur au milieu, là. Au milieu, là où il y a marqué, ouais. Tu cliques dessus, là. Clique dedans. Et là, tu vas clic droit, Git Bash. Ah, Git Bash ici. Merci beaucoup, Najwa. Alors, pour ceux qui ne voulaient pas la version longue, suivez les conseils de Najwa, créez votre projet, bouton droit,
Git bash here, ça devrait vous donner ça. Et là, vous êtes dans une interface Linux. Vous pouvez faire un clear, faire un ls, il n'y a rien, puis faire un pwd pour afficher le répertoire dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de démarrer leur Git bash, qui n'ont pas été capables de créer un répertoire? Moi, ça va juste prendre un petit moment. Je ne suis pas inquiète, Catherine, que tu es capable de te créer un répertoire. Est-ce Ça qu'il y en a veut dire quoi, d'autres LS? qui ont des problèmes? Levez la main, s'il vous plaît. Parce que là, tout le monde doit être capable de faire ça. Mihai, Ça veut dire quoi, LS, monsieur? liste. Ah, ok. Et pour... là, est-ce que tu as commencé avec nous au mois de septembre ou en janvier, Mihai? Janvier. OK. Donc, ls, c'est une commande Linux pour liste. Donc, pour afficher le contenu des répertoires, là, j'en ai pas. Et pwd, c'est une commande Linux pour print working directory, afficher le répertoire courant dans lequel je suis. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Alors donc, là, je comprends bien que tout le monde s'est créé un répertoire, puis tout le monde a parti un bash, puis s'est mis dedans. Beau séjour, je suis à toi. Oui, juste savoir, est-ce qu'on va utiliser toutes les commandes de Linux ici? On va en utiliser quelques-unes. En fait, les deux plus importantes, ls, pwd, le reste, c'est des commandes Git. OK. Donc, pour créer votre base de données, là, on est dans notre espace de travail. Je voulais savoir, il y a un logiciel qu'on a déjà installé avant? Parce que moi, quand je fais un clic droit, je ne trouve pas comment on appelle ça. Tu n'as pas installé Git Bash. Ah, ok. Dans les documents publiés sur Léa, il y a installation de Git. Ok, ça marche. Je le fais en même temps que vous. Merci. Oui, parce que ce n'est pas particulièrement long. Charbel, je t'écoute. Déjà, c'était quoi la commande pour rentrer dans le fichier premier, genre? OK. En fait, ça, c'est l'explorateur de fichiers Windows. Est-ce que tu as déjà créé ta structure pour ton premier projet? Non. Donc, tu dois te créer un répertoire projet dans lequel tu vas créer un répertoire qui s'appelle premier. Est-ce que tu es en mesure de faire ça ou tu as besoin d'un petit coup de main? Non, je l'ai déjà fait. OK. Et un coup que tu es sur le répertoire premier, bouton de droite, ouvrir avec Git Bash ou Git Bash ici si tu es en français. Ça va t'ouvrir ça. Et à l'aide de la commande pwd, pour afficher le répertoire courant, tu vas valider que tu es dedans. Ok, c'est bon, merci. 99% des commandes de Git commencent avec Git. Et vous vous souvenez que contrairement à Windows, Linux, on est dans un shell Linux ici, est sensible à la case. Donc, Git init, ça crée l'espace de travail. Ça dit à Git, fais-moi une base de données pour ce projet-là. Et là, vous allez voir qu'au bout du nom de répertoire, dans votre invite de commande, on a rajouté master entre parenthèses. C'est le nom de ta branche. Casse-toi pas la tête avec c'est quoi les branches. On est rendu là. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a un nouveau répertoire qui s'appelle .git. ls, c'est encore la commande pour lister. Et on voit un répertoire qui a été créé qui n'était pas là tantôt. On peut aller faire un petit tour dedans. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Monsieur, juste une question. Quand on écrit CD, ça veut dire quoi? Change Directory. C'est pour OK. te permettre d'aller dans un autre répertoire. Et là, moi, je suis descendu dans le répertoire qui s'appelle .git. En Linux, un répertoire qui a un point devant, tu as un répertoire qui n'apparaîtra pas quand tu fais un ls standard. C'est pour ça que j'ai rajouté ls-a. C'est pour afficher
tous les répertoires, même ceux qui sont cachés. Alors là, d'ailleurs, vous remarquez que je suis dans le répertoire Git, puisque mon invite de commande, ou en anglais le command prompt, affiche que je suis dans .git. Et là, vous voyez, Git, il dit là, tu es dans mon répertoire. Git dit, point d'exclamation. En fait, il dit là, fais pas grand-chose parce que tu pourrais vraiment en briser. Alors ça ici, c'est la structure de répertoire de Git. Vous n'aurez jamais à l'accéder directement. Je vous la montre pour que vous voyez que c'est là, mais c'est très important de ne pas manipuler ce fichier-là. Je te remercie, Isaac. Pour ceux qui sont un petit peu moins confortables en Linux ou qui ont commencé avec nous au mois de janvier, Isaac a publié dans le chat un cheat sheet, une petite feuille de secret ou une feuille d'accès rapide pour les commandes de base à Linux. Je te remercie beaucoup, Isaac. De rien. C'est utile pour tout le monde. Oui, c'est un bon rappel. Ça a l'air de ça ici, là. Il y en a beaucoup. Ça ne sera pas mauvais que vous l'ayez, mais dans les commandes que vous allez faire avec moi, CD, LS, PWD, c'est 99% de ce que vous allez faire. Je fais CD et si je fais CD point, je remonte d'un dans ma structure. Donc, je vais revenir à premier et je suis sur la branche maîtresse. Donc, la première chose à faire, là, on retient quand on veut faire un projet avec Git. 1, on crée le répertoire du projet. 2, on fait Git init. Regarde, c'est pas trop compliqué, là, Git. Ensuite, on va ajouter un fichier. Donc, je suis ici. Vous devriez avoir installé VS Code. Et quand tu fais code point, tu dis à VS Code de s'ouvrir dans le répertoire courant. Si vous n'avez pas installé VS Code, ce que je vous demande, c'est dans le Léa, j'ai déposé les instructions de VS Code. Si vous avez de la difficulté, levez la main. Najwa est là aujourd'hui pour compléter les installations avec vous autres. Git Bash, VS Code. Il faut que tout ça, ça fonctionne bien. Et là, ici, dans mon éditeur, il me dit « Je suis dans le sous-répertoire premier. » Moi, je vais demander un nouveau fichier. C'est quoi la commande que vous avez utilisée pour ouvrir VS Code? Code, C-O-D-E. Et j'ai fait espace point pour dire « Ouvre le répertoire courant. » Vous pouvez aussi aller dans ça et ou faire la recherche et taper. Et prenez pas Visual Studio. Si vous l'avez, vous voulez Visual Studio Code. C'est beaucoup plus léger et plus rapide. Alors, c'est pas trop compliqué. Ceci est mon premier fichier. J'aime les chats. Le contenu n'est pas important, mais on va le sauvegarder. Et là, on va utiliser la nomenclature qu'on a vue tantôt. Moi, je vais l'appeler A. Et c'est un fichier texte, alors je vais l'appeler A.txt. Là, je ne vous expliquerai pas pourquoi, vous voyez à gauche de VS Code, là, il y a une espèce de symbole maintenant qui a un petit 1. Ça, c'est l'intégration Git. On va voir ça plus tard. Là, vous allez apprendre à faire les commandes manuellement. Alors, tout le monde devrait être capable de sauver un petit fichier qui s'appelle A. La prochaine commande que je vous forme, c'est git add A.txt. Et là, on dit à Git, tu vas suivre le fichier A.txt. On n'a pas encore sauvegardé dans la base de données. On a juste réveillé Git et on lui a dit,
Le fichier A, là, j'aimerais ça que tu le suives. Là, Git, il dit OK, c'est beau. On va le suivre. Mais on n'a pas fini, on avait d'autres choses à ajouter. Et les poissons rouges. Oups. Poissons rouges. Donc, on va sauvegarder. Là, c'est ça qu'on a vu. Donc, on a indexé des fichiers, là. On pouvait, si je voulais indexer tous les fichiers, on va apprendre à faire git add point. On va y arriver. Walid, je suis à toi. Moi, ça marche pas le git add a.text. OK. Ouais, moi non plus, ça le fait pas. Bon, Ouais. est-ce que vous avez fait votre git init avant? Ouais. Moi, ça dit must be in a work tree. Ça veut dire que tu l'as pas créé, t'as juste fait code, puis t'as créé à quelque part d'autre. Tu l'as pas sauvegardé dans le directory du Git. Viens-t'en dans ton Git, là, fais ls. Est-ce que tu vois ton fichier a.txt? Non. Non. Ça veut dire que tu n'as pas sauvegardé dans ton éditeur.